Allez, on plonge ensemble dans une analyse qui vient un peu bousculer notre vision du monde. On va explorer une perspective qui est à la fois radicalement nouvelle pour certains et pourtant incroyablement ancienne sur qui nous sommes vraiment. Ce qui est assez fascinant, c'est de réaliser que notre vision actuelle des choses, une vision purement matérialiste de la vie, eh bien c'est en fait une sorte d'exception dans l'histoire de l'humanité. Pendant des milliers d'années, c'est une toute autre idée qui dominait. Alors, pour commencer, explorons ce concept universel de force vitale. C'est une idée qu'on retrouve absolument partout, un fil rouge qui relie les traditions anciennes des quatre coins du globe. Qu'on l'appelle prana en Inde, chi en Chine ou même biochan dans le langage scientifique plus récent, au fond, on parle toujours de la même chose. C'est la preuve d'une intuition partagée par toute l'humanité, une vérité unique avec simplement des étiquettes différentes. Et là, on voit très clairement la fracture. D'un côté, une vision du monde global, énergétique, qui voit des connexions partout, et de l'autre, une approche rationaliste qui, elle, a besoin de mesurer, de peser, de disséquer, et qui a donc mis de côté tout ce qui est invisible. Cette philosophie porte un nom, le vitalisme. L'idée de base, c'est que la vie ne se résume pas à une simple soupe chimique. Il y aurait cette force, cette énergie matérielle, qui serait la clé de notre santé, de notre vitalité et, point très important, de notre capacité à nous auto-guérir. D'accord, mais est-ce que cette énergie, on pourrait l'avoir? La rendre concrète? C'est une bonne question. Voyons ce que proposent certaines techniques qui, d'après les sources, essaient justement de rendre visible ce qui ne l'est pas. Prenons par exemple la photographie Kirlian. C'est une méthode qui est censée capturer l'aura énergétique des choses. Et là, la différence est assez parlante, non? Regardez le champ lumineux de la tomate bio, dense, complet, et comparez-le à celui de la tomate conventionnelle, beaucoup plus faible, comme fragmenté. Et voici un principe absolument central. La pensée dirige l'énergie. Ça veut dire que cette force n'est pas juste un truc passif qui nous entoure. Non, c'est quelque chose qu'on peut activement influencer, juste par le pouvoir de notre intention. On retrouve cette même idée avec la cristallisation sensible. C'est fascinant. On prend exactement les mêmes ingrédients, le même processus, mais le résultat est radicalement différent selon l'état d'esprit du boulanger. C'est comme si son humeur, son intention, étaient littéralement imprimées dans le pain. Et l'eau alors? Des recherches sur les cristaux d'eau gelée montrent un phénomène similaire. L'eau semble se structurer différemment en fonction des vibrations. Des mots comme amour ou de la musique classique donnent des cristaux magnifiques, symétriques, alors que des mots durs créent des formes chaotiques, désorganisées. Et voilà pourquoi c'est si important. Le corps humain est composé à environ 70% d'eau. Alors si l'eau réagit comme ça veut dire que notre propre biologie est constamment, à chaque instant, sculptée par les sons, les mots, les pensées qui nous traversent. Ça donne à réfléchir. Bon, d'accord, admettons que cette énergie existe. Comment s'organise-t-elle en nous? La source propose un modèle assez parlant, celui des poupées russes, imbriquées les unes dans les autres. L'idée, c'est une série de couches, de corps, du plus subtil au plus dense. Et chaque couche influence celle qui est juste en dessous. Ça part du spirituel, qui informe le mental va influencer les émotions à leur tour dirigent l'énergie, et cette énergie finalement se cristallise dans le corps physique. Et ça nous amène à l'idée la plus puissante, peut-être de toute cette approche, la hiérarchie de la création, comment l'invisible devient notre réalité physique de tous les jours. L'analogie de l'architecte est parfaite pour ça. Tout part de la conscience, de la vision de l'architecte. Cette vision devient un plan, de l'information pure. Ce plan va ensuite guider l'énergie, c'est-à-dire l'équipe de construction et les matériaux, pour enfin organiser la matière et construire le bâtiment, de l'idée à la réalité. Comprendre cette cascade, ce n'est pas juste un exercice de pensée. Selon la source, c'est la clé même de la transformation personnelle, de l'évolution consciente. Ce cadre nous met face à un choix fondamental, un choix de chaque instant. Est-ce qu'on agit à partir de notre personnalité, de notre ego, avec ses peurs, ses désirs, ou est-ce qu'on s'aligne avec cette part plus profonde de nous, cette conscience qui voit les liens entre tout et agit avec plus de sagesse? Et on termine sur cette pensée, cette métaphore vraiment saisissante. Et si notre état actuel, notre vie de tous les jours, n'était pas la forme finale, si on n'était, en fait, que la chenille, en pleine métamorphose vers quelque chose de bien plus grand, le papillon.